Donc, bienvenue. Ici d'où je suis, il fait soleil. J'espère que chez vous, il fait soleil aussi et que vous profitez bien de votre mois d'août. Donc, comme je le disais, nous sommes trop ravis de vous recevoir aujourd'hui encore une fois pour notre jeudi qualité, dont le thème est comment définir un cycle de vie d'un produit pharmaceutique. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons donner quelques avertissements comme d'habitude. Donc, la formation du jour ou le webinaire du jour est une activité de formation de Mivado Global Performance présentée par Cosimo et moi-même. Le contenu de cette formation est autorisé par Mivado Global Performance et on a un droit d'auteur là-dessus. Donc, nul ne peut copier, distribuer, vendre ce matériel sans le consentement de Mivado Global Performance. Et Mivado Global Performance et Cosimolé ont l'entière responsabilité donc du contenu et du matériel de ce webinaire. Donc, pour toute information, pour tout commentaire, pour toute question, veuillez vous adresser à Mivado Global Performance au +1 514 931 78 96 ou alors à MIVADO à commercial MIVADO.com, donc mivado.com. Cela étant dit, aujourd'hui, nous allons parler du cycle de vie d'un produit pharmaceutique, quels seront les points de contrôle réglementaire et on va voir quelques harmonisations au niveau international, comment les différents pays, différentes instances ou agences de réglementation essaient d'harmoniser les pratiques à travers le monde et à travers l'OMS et à travers ICH. Donc, cette présentation va explorer le cycle de vie complet d'un produit pharmaceutique en mettant l'accent sur les points de contrôle réglementaire à chaque étape, ainsi que sur les efforts d'harmonisation internationale essentiels pour assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que nous allons voir à travers ce programme? Nous allons aborder dans un premier temps les bases du cycle de vie d'un produit pharmaceutique avant de détailler les phases de découverte et développement préclinique, puis nous développerons ce que nous appelons les phases cliniques et l'enregistrement réglementaire. Okay. Ensuite, nous verrons la fabrication, la distribution et la surveillance post-commerciale pour finir avec je disais, l'harmonisation des réglementations et les défis internationaux. Voilà le menu tel que présenté. Avant de parler donc, avant d'attaquer l'introduction au cycle de vie d'un produit pharmaceutique, permettez-moi de me présenter encore une fois. Mon nom est Cosimolé, je suis chimiste. Je suis certifié Lean Six Sigma. Je suis aussi certifié Project Management Professional PMP et je suis gestionnaire senior au niveau de l'excellence opérationnelle donc, et de la fabrication auprès de Mivado Global Performance basé à, je dirais, au Canada. Voilà. Donc, et aussi, nous avons une filiale donc, à Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Cela étant dit, nous pouvons revenir donc sur notre premier module qui est Introduction au cycle de vie d'un produit pharmaceutique. Donc, cette section va nous permettre de définir le cycle de vie d'un produit pharmaceutique, ses étapes clés, et avec une représentation graphique, bien sûr, et on va souligner l'importance cruciale des cadres réglementaires pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité à chacune des phases du développement du produit et du début à la fin, c'est-à-dire donc du cycle de vie. Donc, quand on parle du cycle de vie, c'est exactement ça. On parle de la naissance jusqu'à la disparition. Donc, c'est ce que nous allons voir. Comment se définit donc le cycle de vie et quelles sont les étapes clés du cycle de vie? Le cycle de vie
d'un produit pharmaceutique, donc, comprend plusieurs étapes. OK? Qui dit plusieurs étapes, on va parler donc euh, de la découverte donc, du produit. On va parler du développement préclinique. On va parler des essais cliniques. On va parler de l'enregistrement du médicament. On va parler aussi de la distribution et la surveillance post-commerciale. Nous devons comprendre que chaque étape du cycle de vie, okay, permet d'assurer et de garantir la conformité réglementaire du produit et du patient. Donc, chaque étape assure la conformité réglementaire. Okay? Et c'est très essentiel pour la sécurité du patient et l'efficacité du médicament. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé de ICH-Q8, c'est-à-dire bâtir la qualité à travers le processus de développement du produit. C'est exactement ça. Donc, dans ce cycle de vie-là, on va à chaque étape, on essaie d'assurer ce que nous appelons la qualité et la sécurité du patient. Donc, on met la qualité à travers le processus. Donc, à chaque étape, on veut assurer la qualité du produit ou des différentes phases et ne pas tester la qualité à la fin donc, de la fabrication. D'ailleurs, ce n'était pas possible de tester la qualité à la fin du processus car la qualité ne se teste pas. On peut mesurer certains paramètres de contrôle qualité, ça c'est vrai, mais on ne peut pas tester la qualité en tant que telle. Donc, on mesure juste des paramètres qui sont essentiels. Ces paramètres, on les connaît, ils sont définis, ils font partie donc de la stratégie du développement du produit et se traduisent par des spécifications. Okay? Donc, c'est l'ensemble des spécifications qui vont démontrer à la face du patient que le produit rencontre ces critères de qualité. Donc, la qualité en tant que telle ne peut pas se tester. Donc, c'est pour ça que la qualité se définit comme étant la conformité donc, aux spécifications. Quand on est conforme aux spécifications établies, là, on peut parler donc de la qualité. Donc, le cycle de vie, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont rentrer dans la définition donc, du cycle de vie. On va parler donc de la compréhension des phases. Lorsqu'on parle donc de la représentation graphique de ce cycle de vie, vous allez voir, on parle de la compréhension des phases. Ensuite, on va aller parler de ce que nous appelons le contrôle réglementaire. Alors, la compréhension des phases, c'est quoi? C'est le cycle de vie du produit qui montre les différentes phases successives et leurs interactions pour une meilleure gestion. OK? Donc, et le contrôle réglementaire, ici, c'est chaque phase inclus dans ce que nous appelons contrôle réglementaire est essentiel pour assurer, garantir la conformité et la sécurité du produit. Vous voyez? Et après, on va avoir les points critiques de vigilance. C'est sûr que lorsqu'on met la lumière sur les points critiques, on fait attention de façon particulière à tout ce qui est nécessaire pour éviter les risques. Les risques aux produits, les risques aux procédés, les risques aux patients. Nommer tous ces risques-là sont normalement étudiés, vérifiés, assurés qu'on n'ait pas de mauvaises surprises après. Donc, ce qui fait que pour représenter de façon graphique notre cycle, on va partir donc de ce que nous savons déjà, donc de la recherche et développement, parce qu'il faut trouver la molécule, il faut trouver ce médicament-là qui va apporter de la joie donc au patient. Quand je dis de la joie, c'est-à-dire qui va guérir le patient. Donc, le cycle de vie commence par la naissance donc, de cette molécule active ou du médicament. Ensuite, on va faire des essais cliniques. De façon générale, on va faire des essais cliniques sur des souris pour voir comment la souris réagit et pour voir c'est quoi les effets, ok? Donc, de l'actif sur une physiologie quelconque, les effets secondaires, les effets nocifs, etc., etc.
Donc, on va même parler de la dose létale, etc. Donc, ce sont des paramètres qu'on va définir à cette étape-là. Puis vient ce que nous appelons l'autorisation de mise en marché. OK? Donc, je vais revenir sur les essais cliniques tantôt. Ici, c'est le cycle de façon générale que je présente. Donc, après, on a ce que nous appelons l'autorisation de mise en marché. Ici, tout le monde sait que l'autorisation de mise en marché, c'est cette licence-là, euh, ce document-là qui permet aux fabricants de vendre leurs médicaments tout simplement. C'est-à-dire, c'est une autorisation, c'est une licence accordée aux médicaments et aux fabricants. Dit, OK, votre médicament est conforme donc à la réglementation ou à ses spécifications. Votre produit n'a pas, même s'il y a des effets secondaires, vous avez toutes les études pour démontrer que les effets secondaires sont négligeables par rapport aux effets bénéfiques. Ça, c'est quelque chose qu'on aime voir. Et votre produit est sans danger. Donc, on peut le consommer au niveau des patients. C'est important de faire des essais cliniques pour démontrer la toxicologie, la pharmacocinétique, etc., la pharmacologie du médicament ou du principe actif avant de mettre ça sur le marché. L'autre étape va être la production à grande échelle. Donc, on va produire pour le marché, justement. Et ensuite, la commercialisation, étant donné qu'on a l'autorisation de mise en marché, on peut commercialiser le produit. Vous voyez la séquence, comment ça se définit. Une fois commercialisé, évidemment, le travail ne s'arrête pas là. La réglementation nous autorise à faire des surveillances donc de sécurité. C'est-à-dire que les entreprises ou les laboratoires qui vont mettre le produit sur le marché sont obligés de surveiller le produit sur le marché, voir s'il y a des effets secondaires, s'il y a des effets indésirables, c'est quoi, est-ce qu'il y a des problèmes avec le médicament, etc., etc. Donc, ce sont des éléments de fraction une partie, je vais dire, de la réglementation qu'il faut suivre de très près. C'est une loi. De toute façon, on ne demande pas notre avis de faire la surveillance post-commercialisation. C'est une obligation au niveau de la réglementation que chaque entreprise ou chaque distributeur de médicaments doit assurer une certaine pharmacovigilance sur le produit. Donc, c'est essentiel de l'avoir. De l'autre côté, on va parler du retrait du marché. Évidemment, c'est la dernière étape qui va boucler la boucle parce que le retrait du marché peut intervenir dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est que le produit n'est plus efficace, n'est plus en demande et le producteur veut s'en débarrasser, donc il retire du marché. Deux, le produit a des problèmes, les effets secondaires sont plus dommageables que les effets bénéfiques, donc le fabricant décide de le retirer du marché. Ça fait deux. En trois, il peut s'agir d'une non-conformité quelconque, donc survenue lors de la production. Vous voyez, ça peut être problème de dosage, problème d'emballage, normé lait, il y en a plein, problème d'allergie, etc., etc. Donc, le fabricant et les agences de réglementation vont décider de retirer le produit du marché. Cela ne fait pas dire que l'autorisation de mise à marché est annulée. L'autorisation de mise à marché sera annulée simplement si vous décidez d'abandonner votre produit et que vous ne voulez plus faire des affaires avec le produit et que vous voulez mettre ça, ce qu'on dit, vous voulez mettre ça en rébut, par exemple. Donc, dans ce cas, l'autorisation de mise en marché sera annulée. Sinon, si c'est des autres cas de retrait, vous gardez toujours votre autorisation de mise en marché et c'est seulement la conformité qui est questionnée. Voyez? Donc, ce sont des éléments essentiels que nous devons connaître pour ce genre de cycle de vie. Donc, si je dois me résumer, je dirais que le cycle de vie des médicaments, euh, de sa conception à son retrait du marché, est soumis donc à de nombreux points de contrôle réglementaire et fait l'objet d'efforts d'harmonisation internationale. Okay. Ces étapes incluent la recherche et développement, les essais cliniques, l'autorisation de mise en marché,
la production, la commercialisation et finalement le retrait du marché. Donc, l'harmonisation va viser ici à faciliter l'accès aux médicaments et à garantir leur sécurité et leur efficacité au niveau mondial. Donc, les principales étapes du cycle de vie d'un médicament, évidemment, sont illustrées à travers notre graphique là, qui définit à chaque étape ce qu'il faut faire et puis le contrôle qu'il faut avoir, etc., etc. Donc, voilà comment se décline le cycle de vie donc d'un produit. Si nous avons compris ça, nous savons comment ça marche alors, et tous les autres éléments vont se greffer sur ce graphique-là qui fait montre donc des différentes étapes donc du cycle de vie. Un élément important qu'on va voir ici, c'est la réglementation dans chaque étape. Qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue réglementaire dans chaque étape? D'abord, il y a l'encadrement des essais cliniques. Donc, on ne fait pas des essais cliniques au hasard, on ne fait pas des essais tout court au hasard lorsqu'on fait du développement pharmaceutique. Donc, la réglementation garantit que les essais soient réalisés selon les normes strictes pour assurer leur fiabilité et leur sécurité, évidemment. Ensuite, on va voir qu'il y a une certaine garantie au niveau de la qualité. Donc, la garantie au niveau de la qualité va assurer que la qualité des matières premières et du produit fini tout au long du processus soit maintenue et soit atteinte. Okay? Donc, à chaque fois, rappelez-vous, la qualité à travers le processus de développement du produit pharmaceutique, c'est essentiel. Donc, si on veut garantir la qualité du produit, il faut observer à chaque étape tout ce qui rentre dans la fabrication du produit doit être garanti sur le plan qualité. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait la force de cette réglementation et par-delà la force donc du développement pharmaceutique et la qualité, la conformité, la sécurité, la pureté du produit qu'on met sur le marché. Donc, ces réglementations évoluent au fil du temps, bien sûr, pour répondre aux avancées scientifiques et aux besoins donc de santé. C'est normal d'avoir tout ça pour pouvoir, je dirais, être en mesure donc de garantir donc la sécurité et oui, de maintenir la sécurité donc de tout cela. Donc, c'est essentiel de les avoir. Sinon, on produirait des médicaments qui ne rencontreraient pas les différentes spécifications ou la qualité voulue. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est ça au niveau réglementaire. Chaque étape est contrôlée, chaque étape est suivie, à chaque étape, on s'assure de maintenir la qualité du matériel, du produit, du procédé, etc. Et enfin, au niveau de la découverte donc du développement, donc il y a ce que nous appelons les études précliniques. Évidemment, au niveau des études précliniques, il y a différents éléments qui vont rentrer en jeu. D'abord, on va focuser sur la phase initiale de sélection des candidats médicaments et les essais précliniques à faire. Donc, normalement, lorsqu'on fait une découverte de médicaments, il y a plusieurs molécules qui s'offrent à nous. Il y a plusieurs entités moléculaires qui vont arriver et là, on va essayer de dégager la molécule qui a plus d'effets bénéfiques pour l'humain, par exemple. Donc, ce qu'on fait, on va préparer plusieurs éléments, plusieurs entités. Ça peut être des combinaisons, ça peut être des légères modifications au niveau de la molécule. Donc, tous ces éléments-là seront testés, je veux dire. Ces éléments seront testés.
Donc, c'est ça qui va faire l'étude préclinique normalement. Donc, pour aller voir c'est quoi les effets secondaires sur le plan physiologique, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Donc, cette étape est cruciale pour évaluer la toxicité. OK? Pour évaluer la toxicité des essais, la toxicité et la pharmacocinétique. Donc, en plus de cela, on va aussi vérifier les effets pharmacologiques avant toute administration humaine avec des exigences réglementaires précises. Okay? C'est découverte et développement préclinique. Qu'est-ce qu'on met dans ce processus en réalité? On va voir qu'il va y avoir donc toute la recherche scientifique qui va constituer la base pour identifier les composés potentiels et efficaces et sûrs. Donc, c'est ce que habituellement les gens vont faire dans le laboratoire. Et ça prend des chimistes, des biochimistes chevronnés qui comprennent leur science. Ça prend des techniciens chimiques, des chimistes de laboratoire qui comprennent le maniement des HPLC et puis des autres instruments d'analyse. Ça prend plein de monde dans un laboratoire de recherche, évidemment. Ensuite, on va essayer de cribler des composés pour permettre d'évaluer rapidement un grand nombre de composés pour identifier le plus prometteur. Évidemment, on ne va pas tout utiliser. On va focuser sur ces molécules-là qui peuvent apporter des gains rapides, palpables sur l'humain. Donc, c'est ces molécules-là qu'on va prioriser. Ensuite, on va sélectionner de façon rigoureuse les candidats qui vont subir des tests ou ces essais. Donc, une sélection stricte garantit que seuls les candidats avec des données robustes avancent vers les essais précliniques, évidemment. Donc, aussi au niveau de ces candidats, ce sont les candidats des molécules aussi. Donc, pas uniquement des candidats au niveau des essais cliniques, mais des candidats, c'est-à-dire les drogues potentielles qu'on veut prioriser. Donc, les molécules qui ont plus de valeur ajoutée, c'est ça qu'on va prioriser pour faire notre étude préclinique. Donc, il faut comprendre que le processus implique ce que nous venons de décrire, c'est-à-dire la recherche scientifique, le criblage des composés et la sélection donc des candidats les plus prometteurs. Donc, cette étape est encadrée pour garantir la robustesse donc, des données et la pertinence des candidats avant les essais précliniques. Alors, en quoi consistent les essais précliniques et les points de contrôle essentiels ici? Nous allons aborder ce point en pensant aux tests de toxicité, aux études pharmacologiques et pharmacodynamiques. Ce sont ces éléments-là qui sont réalisés pour évaluer la sécurité et l'efficacité potentielle. Vous voyez? Donc, les réglementations vont imposer des contrôles stricts pour minimiser les risques avant l'entrée en phase préclinique. C'est important de le noter parce que s'il n'y a pas de tests, s'il n'y a pas des études pharmacologiques, s'il n'y a pas de contrôle réglementaire strict, on aurait mis sur le marché des médicaments qui ne répondent en aucun cas aux besoins de la population. Donc, pour pallier à ça, on met en place des règles strictes qui sont décrites sous forme de lignes directrices des fois ou alors des BPF qui vont permettre d'encadrer la pratique et d'assurer que ceux qui font le développement et la production de ces médicaments suivent des règles strictes qui vont garantir la qualité du produit et la conformité aux spécifications et la conformité à l'autorisation du marché du produit. Donc, c'est essentiel de suivre ces directives. Ensuite, on va voir que au niveau des agences de réglementation, il y a un certain nombre qui sont en place. Je vais parler donc de la réglementation ici de l'AMA. L'AMA, c'est l'Agence de médecine africaine, l'Agence des médicaments, Agence africaine des médicaments, donc je le dis comme ça, AMA, qui est une organe donc de l'Union africaine. Nous avons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons la FDA, US FDA, donc Federal Drugs Administration, la
la Food and Drug Administration, plutôt Food and Drug Administration, donc aux États-Unis. Nous avons Santé Canada, nous avons EMA, c'est l'Agence européenne des médicaments. Nous avons ICH, qui est International Conference for Harmonization. Donc, toutes ces agences de réglementation sont autonomes, hein. Donc, mais ils sont quand même la plupart du temps, à part les États-Unis, unis par un engagement qui est l'autorisation de mise à marché. Cette autorisation, non pas l'autorisation de mise à marché, mais l'accord de reconnaissance mutuelle, j'allais dire. Donc, que ce soit les Européens, certains pays européens, le Canada, l'Australie, etc., sont regroupés dans ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle. Cela veut dire que les BPF se reconnaissent de façon mutuellement et la FDA ne fait pas partie de ce regroupement-là. Mais n'empêche, ce sont des éléments qui sont, je vais dire, des agences qui sont autonomes quand même et travaillent de concert avec les autres. Mais toutes ces agences-là, tous les représentants de ces agences se retrouvent dans ICH, par contre, qui est une instance internationale de réglementation pharmaceutique. Vous voyez, donc, en bout de ligne, ils se comprennent, ils discutent ensemble et ils mettent des réglementations en place de façon constante. Et c'est très important de le souligner. Donc, le respect des normes émises par ces agences garantit que les données précliniques sont fiables et conformes aux standards internationaux, facilitant ainsi les futures étapes de développement et d'autorisation de mise en marché. Vous voyez, donc c'est important de le noter. Au niveau donc de l'harmonisation, on va voir que l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques vise essentiellement à faciliter l'accès aux médicaments dans différents pays et à simplifier donc les procédures d'enregistrement, facilitation donc du développement médical, ce qui permet à faciliter le développement médical. Nous avons aussi l'ICH, le Conseil international d'harmonisation donc des exigences techniques pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage humain, est une organisation clé donc, dans ce domaine, rassemblant les autorités réglementaires de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un groupe d'individus, comme tu viens de le dire, où la plupart du temps, ce sont des États qui en font partie, donc qui font partie du ICH et qui permettent de développer des règles et des lignes directrices à l'égard donc des industries pharmaceutiques. Ensuite, l'harmonisation concerne aussi des aspects techniques et scientifiques de l'enregistrement des médicaments, ainsi que des normes de qualité et de sécurité. Pour finir, on parlera aussi de l'harmonisation qui permet de réduire les coûts et les délais de développement des médicaments tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité élevé. Donc, c'est à cela que le développement ou l'harmonisation des règles s'articule et cela nous permet d'avoir au niveau international une réduction donc des transactions, des difficultés qu'on va rencontrer au niveau de l'autorisation de mise en marché dans telle ou telle région. Donc, c'est essentiel d'avoir cette harmonisation-là des règles afin de parler d'une même voix. Donc, vous allez le constater, ceux qui sont habitués dans le milieu, que la plupart des dossiers de soumission sont sous le format CTD. Donc, c'est le Common Technical Document. Donc, la plupart, sinon toutes les agences de ce monde vont utiliser le eCTD pour faire l'autorisation de mise en marché, ou alors le CTD pour la mise en marché. Et ça, c'est de bonne guerre parce qu'on veut s'assurer que on comprend les mêmes choses. Quand c'est alpha ici, c'est alpha au Canada, c'est alpha aux États-Unis, c'est alpha en Europe et c'est alpha en Afrique. Donc, c'est comme ça qu'on veut harmoniser les choses pour que ça soit compréhensible et facile à administrer pour tout le monde. Donc, un organe qui fait bien ça, un des organes qui fait bien ça, ou une des organisations qui agit dans ce sens, c'est ICH, l'autre, c'est l'OMS, vous voyez,
qui va chapeauter la plupart des pays qui n'ont pas des agences autonomes de médicaments comme la plupart des pays en voie de développement, par exemple. Donc, c'est important de documenter les affaires et de parler donc de ces éléments qui nous permettent d'assurer donc une certaine qualité et une certaine conformité des produits pharmaceutiques. Un autre volet, un autre module ici, c'est le développement clinique et enregistrement réglementaire. Cette session va couvrir ce que j'appelle les différentes phases des essais cliniques. On les a déjà vues. Les exigences réglementaires pour constituer les dossiers d'enregistrement et une comparaison des attentes des principales agences internationales pour l'autorisation des médicaments. Il faut comprendre que les essais cliniques progressent de l'évolution initiale de la sécurité. Okay? Donc, au niveau initial, on va parler donc de la phase 1. Donc, c'est le niveau initial qui est la sécurité initiale donc, du produit. Donc, cette phase va assurer des analyses, des tests ou des vérifications, principalement au niveau de la sécurité, de la tolérance donc d'un traitement sur un petit groupe de patients, okay? Environ maximum 100 personnes, par exemple. Donc, cette phase-là, phase 1, c'est ça que ça permet de faire. On vérifie la sécurité, la tolérance au traitement. La phase 2, qui va vérifier l'efficacité, va déterminer les doses optimales sur le groupe le plus large du patient. Donc, ça à 1000, par exemple, 1000 patients. OK, on prend 1000 patients, puis on fait tester le médicament sur ces 1000 patients pour voir c'est quoi la dose optimale qui va nous permettre d'avoir l'effet le plus élevé. C'est comme la loi Pareto 80-20, hein? Donc 20% de l'actif qui va produire 80% des bénéfices, par exemple, si je retourne la loi Pareto dans ce sens. Donc, c'est un élément essentiel qu'il faut faire. Ce sont des étapes qu'il faut achever, okay, point par point, selon le temps. Et c'est décrit dans la réglementation telle qu'elle. Et la phase 3 nous permet d'avoir des tests à grande échelle sur une plus grande population pour aller confirmer l'innocuité, l'efficacité et sur une large population avant l'approbation du médicament. Donc, toutes les données qui sont compilées à travers ces tests ou ces essais cliniques sont soumis à l'autorisation, à l'autorité réglementaire dans un pays ou un autre. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont constituer le dossier du médicament qui vont être compilés dans ce qu'on appelle Drug Master File, c'est-à-dire le dossier maître donc, du produit pharmaceutique, qui sera soumis maintenant à l'étude donc de l'agence de réglementation. Vous voyez? Donc, chaque étape est prioritaire et on doit passer chaque étape avec succès avant d'aller vers une autre étape et après consolider tous les résultats, démontrer que notre produit est sans danger, le produit est sécuritaire, les patients tolèrent bien le produit, il n'y a pas d'effet secondaire, même s'il y en a, c'est minime par rapport aux effets bénéfiques du médicament, etc., etc. Donc, c'est ces éléments-là qui vont confirmer que notre produit est sans danger et qu'on peut le consommer sans crainte et avec quiétude. L'autre élément essentiel dans ce cycle de vie, c'est le contrôle réglementaire des dossiers d'enregistrement. Okay? Les dossiers d'enregistrement doivent contenir des données exhaustives validant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Les contrôles réglementaires assurent la conformité avant l'octroi des autorisations nécessaires à la commercialisation. Donc, un dossier d'enregistrement complet va contenir la description d'abord de l'entité qui fabrique le produit. On va avoir le nom du médicament, le nom scientifique et tout. On va avoir le procédé, la description du procédé. On va avoir la validation du procédé. On va avoir les méthodes d'analyse, la validation des méthodes d'analyse. On va avoir tous ces éléments-là, vous voyez.
et puis les dossiers, les études, les données issues donc des études précliniques et cliniques, évidemment. Donc, tout ça est rassemblé dans ce que nous appelons le dossier d'enregistrement. Et le contrôle réglementaire vérifie la conformité des médicaments en se basant sur les données fournies. Donc, sans ces données-là, on ne peut pas garantir que le médicament est sans danger pour la population. Donc, ce sont ce dossier réglementaire qui va constituer en quelque sorte une carte d'identité donc au produit et qui va être vérifié pour s'assurer que le produit est sans danger. Donc, lorsque nous comparons ici de façon visuelle donc les différences entre la réglementation, on peut comprendre que bon, je ne sais pas si j'ai des tableaux comparatifs, mais apparemment je l'ai pas fait. Donc, des tableaux comparatifs illustrent les similitudes et différences des exigences réglementaires entre agences comme la FDA, l'EMA, Santé Canada et autres, facilitant la compréhension des processus d'harmonisation internationale. Évidemment, il n'y a pas tellement de différence entre, comme je le soulignais, entre les agences de réglementation, étant donné que on a tendance à harmoniser les règles du jeu. Donc, une fois que les règles du jeu sont pareilles, similaires dans tous les pays, il n'y a pas lieu d'avoir des différences au niveau de l'autorisation de mise en marché, au niveau du dossier. Donc, dossier le dossier réglementaire du produit qui va permettre d'approuver le produit pour la commercialisation. Donc, à ce stade-ci, l'harmonisation permet de faciliter les études au niveau, non seulement au niveau des agences, mais aussi au niveau de l'autorisation de mise en marché. Et ça, c'est une très bonne chose parce que tout va à l'avantage de tous les groupes, que ce soit les pharmaceutiques ou alors les agences de réglementation, je veux dire les fonctionnaires des agences de réglementation, étant donné que ce sont des gens qui travaillent pour l'État ou le gouvernement de leur pays. Vous voyez? Donc, c'est important d'avoir cette harmonisation-là qui permet de ne pas se divaguer entre les paperasses, etc., d'avoir une façon unique de présenter les dossiers des médicaments lorsqu'il s'agit d'avoir son autorisation de mise en marché. Donc, important de le faire. OK? Donc, je vais... il est important de le faire. Donc, l'autre élément que nous allons voir bientôt, c'est la fabrication et distribution. La fabrication, la distribution et la surveillance post-commerciale. Donc, qui dit fabrication, etc., surveillance post-commerciale parle de ce que nous appelons la pharmacovigilance, en fait. Donc, nous allons aborder les bonnes pratiques de fabrication, mais aussi la gestion rigoureuse de la distribution et la pharmacovigilance, indispensable pour garantir la qualité continue et la sécurité des produits pharmaceutiques une fois sur le marché. En quoi consistent les bonnes pratiques de fabrication et l'audit réglementaire? Vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les éléments dont nous parlons beaucoup dans notre live de Jeudi Qualité et que la base principale donc, de notre live de Jeudi Qualité, ce sont les bonnes pratiques de fabrication. Okay? Tout tourne autour de ce fameux BPF, donc les bonnes pratiques de fabrication. Donc, si je puis m'exprimer, les bonnes pratiques de fabrication vont assurer que les produits pharmaceutiques soient fabriqués de manière constante et contrôlée. Vous voyez, les audits réglementaires vont vérifier la conformité aux normes et détecter les éventuelles non-conformités à corriger. C'est le rôle principal donc, des bonnes pratiques de fabrication. Et les audits réglementaires sont là pour vérifier, s'assurer que les entreprises ou les entités de fabrication sont conformes à la réglementation et agissent conformément aux bonnes pratiques de fabrication. C'est aussi simple que ça dans le parler, dans ce que nous avançons au niveau de la formation. Mais dans la pratique,
c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures qui sont passées à vérifier, à s'assurer que tout se passe bien, qu'on est conforme. Il faut des procédures en place. Qui dit procédure, on parle de système qualité. Qui dit système qualité, on prend des ressources humaines, etc., etc. Donc, ça prend des efforts qu'il faut mettre en place avant de parler donc des bonnes pratiques de fabrication en tant que telle qui est bien implantée. Et souvent, ce sont des mesures qui seront vérifiées, s'assurer que les mesures, enfin les principes de bonnes pratiques de fabrication sont en place et que ça fonctionne. Donc, il ne suffit pas que ça soit en place, il faut que ça fonctionne. Un autre volet, c'est la gestion et la distribution en passant par la traçabilité du produit. Donc, c'est essentiel lorsque on parle de cela. Donc, une gestion rigoureuse de la chaîne d'approvisionnement va permettre de garantir l'intégrité du produit. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le transport, la chaîne d'approvisionnement, etc., font aussi partie des bonnes pratiques de fabrication. Par exemple, on va valider ce que nous appelons le transport des médicaments d'un point A à un point B. Ce transport doit être validé. C'est quoi les les paramètres environnementaux qui agissent sur la qualité du produit. On doit pouvoir faire une évaluation de risque là-dessus, s'assurer que ces risques-là n'endommagent pas le produit ou alors que le transport n'endommage pas la qualité du produit de l'usine vers les patients. Donc, c'est très important. Et les médicaments qui demandent une chaîne de froid soient encore scrupuleusement suivis par rapport à cette chaîne de froid-là, parce qu'on doit maintenir la température donc, du transport ou la température du produit d'un point A à un point B, comme les vaccins. On ne peut pas les transporter dans un environnement chaud. Il faut que ce soit l'environnement refroidi, sinon congelé. Donc, tous ces éléments-là sont vérifiés, tracés, validés, en fait, pour s'assurer qu'il y a une certaine répétibilité et répétabilité plutôt. Il faut qu'il y ait une certaine répétabilité et une certaine reproductibilité. Voilà. Donc, ces éléments sont essentiels du point de vue logistique au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, une gestion rigoureuse doit être garantie. Ça, c'est très important. La traçabilité est essentielle aussi pour prévenir les contrefaçons. On en a parlé déjà. Donc, les contrefaçons, c'est un fléau dans la plupart des pays, je dirais, plus développés donc, dans certains pays que d'autres, mais néanmoins, les contrefaçons sont des fléaux qu'on doit combattre. Donc, pour éviter ça, ça prend une certaine traçabilité au niveau des étiquettes, au niveau des produits, etc., etc. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On fera peut-être un live sur les contrefaçons et les mesures qu'on peut mettre en place pour y remédier. Donc, l'appel est lancé. L'autre élément qui nous concerne ici aussi au niveau de la distribution des produits, c'est la pharmacovigilance et les rapports et les points de contrôle post-approbation. Beaucoup l'ignorent, mais il ne suffit pas d'avoir l'autorisation de mise en marché pour dire « Waouh, j'ai remporté la course ». Non, l'autorisation de mise en marché n'est qu'une étape. L'autre étape qui va suivre, c'est la production en masse, la distribution et la pharmacovigilance, vous voyez. Donc, la surveillance post-commerciale détecte des effets indésirables rares ou à long terme. C'est important de faire ce monitoring, j'aurais dit, cette surveillance-là au niveau du médicament. Donc, les fabricants et autorités collaborent, OK, pour analyser les données, garantir la sécurité continue et prendre des mesures correctives aux besoins. Donc, c'est ça leur rôle essentiel. C'est pour ça que des deux côtés, que ce soit au niveau du fabricant, que ce soit au niveau du distributeur ou au niveau de l'importateur, etc., et au niveau des agences de réglementation, tout le monde fait un effort pour faire une surveillance post-commercialisation, ce qui va permettre de détecter tous les effets secondaires, les risques d'utilisation du produit, les effets indésirables, etc., qui sont documentés, bien sûr, analysés par les médecins et puis les spécialistes
de la pharmacovigilance et qui va permettre d'émettre des directives ou alors des actions correctives pour pouvoir avertir les patients, les médecins, etc., qui prescrivent aussi ces médicaments-là. Vous voyez, donc c'est toute une chaîne de travail, d'action qui permettent d'assurer finalement la sécurité des patients. Nous allons parler maintenant de l'harmonisation des réglementations et des défis internationaux. L'harmonisation internationale vise à aligner les normes réglementaires pour faciliter l'accès aux médicaments et assurer une je dirais, qualité constante. Cependant, des défis spécifiques demeurent, notamment en Afrique et dans d'autres régions du monde. Pourquoi cela? C'est parce que si nous prenons par exemple au niveau des agences, je les ai citées tantôt, il y a l'agence africaine des médicaments, AMA, il y a l'OMS, Organisation mondiale de la santé, il y a la FDA, il y a la Santé Canada, il y a l'Agence européenne des médicaments, il y a ICH, International Conference for Harmonization, donc le Conseil international d'harmonisation. Tous ces éléments vont montrer qu'ils travaillent ensemble, ils vont œuvrer ensemble pour bâtir des lignes directrices communes qui seront utilisées par tout le monde. C'est intéressant de le savoir et que leur collaboration vont permettre d'harmoniser les normes et faciliter l'évaluation donc des médicaments. Ces agences-là vont établir donc des standards communs, des lignes directrices communes, donc l'unification des standards pour assurer la qualité et la sécurité des médicaments à l'échelle mondiale. Et aussi, ils vont optimiser les processus. Donc, l'optimisation du processus d'évaluation pour accélérer l'approbation des médicaments tout en garantissant la rigueur. Donc, ce sont des éléments essentiels que ces éléments font, que ces agences font à chaque fois pour maintenir la qualité et la disponibilité des médicaments. Malgré les progrès, les obstacles subsistent, je veux dire. Malgré tout ça, il peut subsister donc des obstacles, notamment des disparités en ressources. Donc, des écarts importants subsistent dans l'accès aux ressources sanitaires en différentes régions en Afrique et dans le monde. C'est sûr que nous pouvons y remédier, mais il existe aussi des défis et des opportunités, bien sûr, qu'on peut renforcer, surtout les opportunités qu'on doit renforcer sur le système sanitaire et améliorer l'accès aux médicaments et efficaces. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire surtout sur le plan africain, étant donné que il y a une certaine déficience au niveau de la couverture sanitaire, au niveau des ressources sanitaires aussi. Donc, c'est pour ça que on peut noter on peut dire un certain retard donc de la couverture sanitaire dans la zone Afrique par rapport au reste du monde. Mais c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Ça prend une volonté politique et que au niveau de la société, les gens travaillent fort pour y arriver. Quels sont les rôles des agences proprement dites? Ces agences jouent un rôle central donc, dans le développement, la mise en œuvre et la promotion des normes, ainsi que dans la formation et le soutien aux autorités nationales, contribuant ainsi à un acte réglementaire global harmonisé. Donc, ce sont la plupart des agences vont jouer ce rôle, faire des analyses au niveau au niveau des règles de base, ça peut être des règles sanitaires, des règles pharmaceutiques, etc. Vérifier, mettre en place des normes au niveau des fabricants, au niveau des distributeurs, etc. Ensuite, permettre à l'harmonisation de ces normes-là vis-à-vis d'autres produits.
OK, donc c'est important de le souligner. Et aussi, on va parler du soutien euh, aux acteurs du milieu. Donc, qui dit soutien, dit euh, réglementation, euh, veille, etc., etc. Donc, ce sont des éléments essentiels dont les agences de réglementation euh, vont poser des, des rôles qui vont jouer pour favoriser le développement et la mise en œuvre de la promotion des normes. Et non seulement ça, mais aussi au niveau de la qualité des produits, au niveau de la conformité réglementaire et au niveau de la pharmacovigilance. Donc, les agences sont là pour veiller à ce que la population ou les patients aient des produits de qualité qui soulagent leur bobo finalement. Donc, c'est tout cela que les agences de réglementation vont mettre en place, vont œuvrer pour, en fait, de faciliter la couverture sanitaire, par exemple. Ce qui nous amène à la conclusion. Donc, en résumé, je vais dire que le cycle de vie des médicaments est un processus évidemment complexe et rigoureux. De façon générale, le cycle de vie des médicaments est rigoureusement contrôlé. Okay? Et l'harmonisation internationale joue un rôle crucial pour garantir l'accès à des médicaments sûrs et efficaces dans le monde entier. C'est très important de le souligner. Donc, cela conclut notre présentation du jour sur le jeudi qualité qui a pour thème aujourd'hui le cycle de vie d'un médicament pharmaceutique. Donc, merci pour votre attention. Mais je profite de l'occasion aussi pour vous signaler que nous avons sur mivado.com, notre site web, différents éléments que vous pouvez aller regarder. Nous avons aussi des formations en ligne que vous pouvez suivre. C'est l'auto-formation, tout y est, le matériel de formation, les tests de connaissances, les certificats que vous pouvez télécharger aussi directement. Donc, ça nous ferait plaisir de vous accueillir parmi nos partenaires à ce niveau. Et aussi, ne pas oublier que le 12 novembre 2025, nous avons une formation en ligne sur l'utilisation et la réglementation des excipients dans les médicaments. Ça va être une formation complète sur le monde des excipients. Donc, nous pensons que ça peut vous intéresser. Et enfin, nous voulons vous faire part de notre atelier de formation qui aura lieu le 29, 30, 11 octobre 2025 à Lomé au Togo sur le thème technique de production pharmaceutique, transfert de technologie, donc qui va couvrir l'ensemble des éléments que nous avons vus à travers nos jeudis qualité, mais au-delà, donc de façon pratico-pratique, comment il faut faire pour faire un bon transfert de technologie, toute la solution et les outils qu'il faut avoir pour faire ce genre de transfert de technologie-là. Donc, c'est un élément important que nous voulons partager, donc des informations essentielles que nous voulons partager à travers notre communauté qui nous suivent et qui ont besoin de savoir afin d'être aptes à aller jouer ce rôle dans des entreprises clés qui sont les entreprises de production pharmaceutique et aussi au niveau donc des agences de réglementation. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. C'est sûr que nous reviendrons vers vous jeudi prochain pour d'autres thèmes, d'autres éléments et que nous allons discuter de façon ample avec vous sur le sujet. Donc voilà ce que nous voulons partager et merci de nous avoir suivis. Bien à vous et à la semaine prochaine. Ciao.